Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans notre nouvelle émission Direct Mag consacrée aujourd'hui aux danses américaines qui, au départ peu connues, se sont exportées à l'international, au point de devenir une discipline à part entière aux Jeux Olympiques de 2024. C'est notamment le cas du hip-hop dont Zakaria, notre invité, un jeune danseur aux grandes ambitions, est venu nous parler aujourd'hui. Il reviendra avec nous sur sa passion depuis près de 10 ans pour cette danse qui célèbre justement cette année ses 50 ans d'existence avant de nous proposer une chorégraphie. Je le disais, le hip-hop fête cette année ses 50 ans d'existence. Le 11 août 1973, le DJ Cole Herc, originaire du Bronx, quartier populaire de New York, mixe le même disque sur 2 platines différentes. Sans le savoir, il a créé le break hit, élément sonore essentiel à la création de morceaux hip-hop. Depuis, ce genre musical s'est répandu partout à travers le monde, a été réinventé par de nombreux artistes, au point de faire complètement partie de la culture musicale mainstream et de peut-être perdre un peu de son côté sulfureux. Reportage avec Nicolas Davis. Je m'appelle Yelena, j'ai 23 ans et du coup je suis leader de Sorority. Je m'appelle Pablo, j'ai 19 ans et je suis leader de Sorority. Sorority, c'est beaucoup de mystères, c'est beaucoup de références à la mythologie grecque. C'est très énigmatique. On prend quelque chose de très ancien qui est là depuis des siècles et des siècles et on rend le tout moderne. Donc c'est vraiment très expérimental. La couleur de Sorority, c'est le rouge. La mythologie grecque, ça parle des dieux de l'Olympe. Et les dieux de l'Olympe aussi, ils sont tous liés. Parfois, il y a des frères, des querelles et tout ça. Nous, on crée nos propres chorégraphies, que ça soit sur de la K-pop ou sur des anciens sons R&B, hip-hop des années 2000. En général, on fait en sorte d'apprendre la chorégraphie chacun chez soi avant de venir répéter. Il faut que tout le monde ait déjà acquis la chorégraphie et en fait, ensemble, on revoit les pas, on revoit les temps, on se met d'accord sur les détails. On se donne un objectif, par exemple, ce training, il faudrait qu'on aille jusqu'au 2e refrain, qu'on aille jusqu'à tel moment. Finaliser le training, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on se filme. Ah oui. C'est-à-dire on filme toute la partie qu'on a appris. Normalement, un projet, ça prend minimum 3 semaines. Donc en soi, on va dire un projet, ça prend 1 mois à se préparer. Et ensuite, après la sortie du projet, ça c'est une toute autre histoire. Ça c'est une autre histoire. C'est pour ça qu'on dit que par rapport à notre programme de sortie et tout, voilà. Ça prend autre chose en compte, c'est beaucoup plus long. Tout est cadré, quoi. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. À mes côtés, Zakaria, 20 ans, un danseur de hip-hop en devenir. Son objectif, se professionnaliser. Il a commencé à l'âge de 12 ans. Bonjour Zakaria. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Pour nous parler de ta passion, que tu as commencé, je l'ai dit, donc relativement jeune. Comment ça a débuté? Ça a commencé dans une colonie. On m'a demandé de faire un show de danse. Du coup, j'ai dansé, on m'a dit que je dansais très bien. Et on m'a demandé si je faisais du hip-hop, j'ai dit non. Ensuite, à la rentrée, je me suis inscrit dans un cours de hip-hop. J'ai beaucoup aimé et ensuite, j'ai continué. Du coup, tu as commencé à prendre part à des entraînements. Quelle est la fréquence de ces entraînements et qu'est-ce qui te permet de t'améliorer d'année en année? Au début, c'était un entraînement par semaine. C'était dans une MJC avec un prof, etc. Pendant 2 ans, c'était comme ça. Ensuite, j'ai changé de prof. Je suis parti dans une autre salle où les entraînements étaient plus libres, où c'était un entraînement ou 2 par semaine et on peut venir s'entraîner comme on voulait. Et ensuite, je suis rentré dans une formation et là, ça a beaucoup changé parce qu'on avait plus d'entraînement, c'était plus intensif, c'était toujours avec un prof où on faisait soit du freestyle, soit de la choré et c'était 2 entraînements par semaine de 3 heures. C'était peut-être plus encadré à ce moment-là. Oui, c'est ça, c'était plus encadré, il y avait un suivi, même en dehors de la danse.
pour essayer de nous professionnaliser. Ça veut dire création de CV, comment rédiger des mails. C'était beaucoup plus encadré que ce que je faisais avant. Et justement, la professionnalisation, c'est le niveau, l'objectif que tu te fixes dans les années à venir. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu aimerais faire exactement en te professionnalisant? Comment c'est possible de se professionnaliser en fait quand on est danseur de hip-hop? Je pense qu'il y a plusieurs manières et ça dépend de sa vie. Je sais qu'il y a des danseurs qui ont leur vie professionnelle à côté et en même temps ils sont danseurs professionnels. Ça veut dire qu'ils mélangent le métier et l'art. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est principalement de l'art. Ça veut dire tourner avec des artistes, faire des clips, être dans une compagnie si possible. Et voilà. Alors justement, les clips, tu as commencé à en faire et tu les publies sur les réseaux sociaux. On va en voir tout de suite un extrait. On a pu voir sur ces images que tu prenais part donc à des battles, à des compétitions. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment ça se passe exactement? Alors les battles, c'est d'abord l'inscription. On s'inscrit soit par mail, soit sur Instagram quand on voit les flyers. Ensuite, il y a les présélections. Ça veut dire qu'on passe devant un jury. Ils vont nous noter à chaque fois, savoir ce qui, par rapport à nos mouvements, par rapport à notre musicalité, etc. Ensuite, ils vont faire une première sélection de 16 danseurs ou de 8 danseurs. Et ensuite, ça va se faire sous forme de tournoi. Donc, il y aura les quarts, les demi, les finales, ou alors les huitièmes, les quarts, les demi et les finales. Et c'est face à face. Le premier danseur danse, le deuxième danseur danse, le jury délibère, soit à gauche, soit à droite, et puis ainsi de suite. Il y a des prix à gagner à la fin? C'est rémunéré ou c'est à titre gratuit? Oui, il y a certains battles où on peut gagner de l'argent. Par exemple, le Juste Debout, Juste Bougol qui est passé hier. Il y avait un prix de 2500 €. Parfois, pour les battles, pour les moins de 18, il y a des lots. Il peut y avoir des chèques cadeaux, ça dépend des battles. Mais il y a toujours un prix à la fin. Dans tous les cas, ça permet d'avoir de la légitimité, une sorte de notoriété, enfin de reconnaissance aussi peut-être ces prix. Oui, c'est ça. Tu parlais de CV tout à l'heure, c'est peut-être quelque chose qu'on peut stipuler justement sur son CV. Oui, on peut mettre, pour certains battles, s'ils sont assez prestigieux, on peut les mettre sur notre CV. Voilà. Et tu m'as dit que tu avais un groupe également. En fait, tu n'y vas pas tout seul à ces compétitions? Non, je suis souvent avec mon groupe non commun. On est 7 et pour les battles, on préfère être ensemble pour se soutenir, pour avoir l'énergie. Et c'est toujours mieux d'avoir son équipe derrière soi quand on danse face à d'autres personnes, parce que ça met une certaine pression de voir face à nous plein d'autres danseurs qui nous regardent et qui nous fixent. Et à côté de ça, tu prends part aussi à des campagnes publicitaires. Est-ce que c'est pour le plaisir? Est-ce que c'est pour vivre un petit peu de ta passion? Puisque j'imagine qu'aujourd'hui, comme tu débutes, c'est peut-être encore difficile de vraiment pouvoir en vivre. Oui, les campagnes, ça permet de vivre. C'est ce qui nous rémunère. Et ouais, c'est ce qui nous rémunère. On essaie d'en faire souvent, si on en a besoin. Si c'est pour une marque qui nous plaît aussi, on peut le faire pour le plaisir, mais souvent c'est payé. Et comment ça se passe? Tu fais partie d'une agence ou c'est toi qui démarches de manière, comment dire, tout seul en fait, ces agences? Enfin, comment ça se passe? Ça dépend. On peut soit être pris directement par la marque ou par la boîte de production. Et là, c'est nous-mêmes qui faisons les démarches, ils nous contactent, après on fait les démarches pour ça. Ou alors on peut être dans une agence comme moi et on nous propose des castings, on passe des castings, etc. Et après, on est pris en fonction ou pas. Et tu fais aussi du mannequinat. Alors là, c'est encore autre chose. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Oui, alors le mannequinat, du coup, moi, c'est en lien avec ma danse parce que je ne suis pas mannequin simple, je suis mannequin talent.
Ça veut dire que je suis mannequin et en même temps, je danse. Du coup, je fais pas la même chose que les autres mannequins. Ça veut dire que les autres mannequins sont principalement centrés sur les défilés, sur les publicités, etc. Mais moi, il y aura peut-être un peu moins de défilés et plus de publicités ou des pubs, des pubs un peu avec de l'acting, etc. Et c'est un peu différent. Et du coup, moi, je le relie avec ma danse vu que je suis mannequin talent et ça m'aide grandement. Merci Zakaria. Tu restes avec nous. Oui. On va regarder tout de suite un reportage. Nous allons découvrir un autre type de danse moins connu qui arrive tout droit, lui aussi, des États-Unis, le voguing. Au XXe siècle, c'était avant tout un mouvement culturel lancé par la communauté noire LGBT en réaction à une élite blanche qualifiée de raciste et homophobe. Au début des années 90, c'est la reine de la pop, Madonna, qui démocratise cette danse avec son tube planétaire, Vogue. Mais au même moment, l'épidémie du sida ravage les communautés de danseurs LGBT. Il faudra donc attendre les années 2020 pour que des mégastars comme Beyoncé ou encore Lady Gaga s'en emparent de nouveau et s'exportent en France. Reportage. Moi, c'est Mathilda, j'ai 21 ans et je fais du Vogue depuis 5 ans. C'est une danse qui est née dans les États-Unis dans les années 70-60. Pour respecter les traditions et les codes, on utilise aussi les termes en anglais. Dans le voguing, on a 2 styles. Dans le Vogue Femme, en fait, on a les soft and cunt, donc c'est très doux, très posé. Et on a le dramatique, c'est plus expressif. Et c'est surtout, en vrai, il n'y a pas de musique particulière. Du coup, dans les concours de drag queen dans les années 70, il y avait vraiment beaucoup de différences entre les noirs, les blancs, les latinos, les asiatiques, etc. Et en fait, un jour, on a eu une drag queen noire qui s'appelle Crystal LaBeija, qui a perdu contre une drag queen blanche. Elle a crié haut et fort qu'elle en avait marre. Et du coup, c'est là où est né le système de house, qui existait déjà chez les drag queens, en fait, mais qu'elle a créé elle-même dans son milieu, c'est-à-dire la ballroom. Donc la ballroom, c'est la communauté LGBTQ+, colorisée, clairement. La ballroom, c'est vraiment une communauté qui se bat tous les jours pour les droits de toute personne, donc le droit à avoir son identité et de la changer comme on peut, le droit de vivre en tant qu'homosexuel. On a quand même un sentiment d'appartenance en étant vogueur et en ayant une house. On est ouvert en fait, parce que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, vous pouvez voir, il y aura des vogueurs blancs. On s'est tous fait rejeter de quelque part, pour X et X raisons. À l'heure d'aujourd'hui, il y a les parents qui n'acceptent pas l'homosexualité de certains, ou le fait juste qu'ils mettent des talons, le fait qu'ils dansent avec des garçons en crop top. Mais nous, on essaye que tout le monde se sente à sa place. Ça devient de plus en plus démocratisé. Par exemple, même les Galeries de Lafayette, cette année, pour Noël, on fait les pubs avec des vogueurs. Le voguing, pour moi, c'est quelque chose vraiment d'important. C'est quelque chose qui fait vivre ma liberté à moi. Et toi, Zakaria, est-ce que tu connaissais ce mouvement artistique, culturel avant aujourd'hui ? Oui, je connaissais déjà. J'avais déjà vu des vidéos ou même des battles. Récemment, il y a eu un battle où il y avait eu le voguing et le walking. Et donc, oui, je connaissais. Ça va, j'aime bien. J'aime bien l'énergie. En France ? Oui, en France. Tu y avais assisté ? Oui, c'était le 2 décembre. C'était un battle qui regroupait all style. Du coup, il y avait du hip-hop, voguing et walking et contemporain. Bon maintenant, on va revenir au hip-hop, à ta démo qu'on attendait avec impatience. Est-ce que, avant de commencer, tu peux nous en dire 2 mots et peut-être sur quelle musique tu vas danser ? Oui, ça sera un freestyle où je vais m'exprimer comme ça. Et ça sera sur un son que j'ai choisi sur une application comme ça. Super, et bien c'est à toi. On te regarde.
Tu peux revenir t'asseoir. J'aurais une dernière question avant que tu t'en ailles concernant du coup la professionnalisation. Puisqu'il se trouve qu'en fait tu es encore en licence informatique, alors je te laisse reprendre ton souffle, hein. je t'assoille avec mes questions, mais il se trouve qu'en fait là actuellement tu es toujours étudiant, donc est-ce que tu arrives à jongler justement, à organiser ton temps pour arriver à faire les deux, études et professionnalisation de la danse hip-hop? Donc oui, j'arrive à faire les deux. Après, je pense que ça, c'est parce que je suis un peu organisé et que depuis le collège, j'allie le sport et les études. C'est-à-dire qu'avant, je faisais du basket à côté. Donc ça prenait beaucoup de temps. Et là, en fait, pour jongler entre les deux, il faut juste être très organisé. Et ça va pour l'instant. Super. Bon, bah, il me reste plus qu'à te souhaiter une très bonne continuation. Merci pour tout, Zakaria. Merci à vous. Et merci à vous également de nous avoir suivis aujourd'hui. Cette émission donc consacrée aux danses américaines qui, avant d'envahir nos quotidiens ces dernières années, se pratiquaient dans des cadres intimistes. Films, séries, expositions, festivals, vous les verrez désormais partout. En attendant, on se retrouve dès demain pour notre nouvelle émission Direct Mag, consacrée cette fois-ci à l'art. Notre invité sera un dessinateur de BD. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.